Nous avons perdu bien plus que la guerre contre la terreur. Les empires en déclin recourent à la torture, car elle leur donne l'illusion de garder le dessus, d'être en contrôle. En torturant, essentiellement, nous nous aveuglons. Nous pourrions créer une société démocratique dotée de techniques efficaces contre la terreur. Que nous ne le fassions pas révèle nos propres inquiétudes et nos peurs. Les techniques d'interrogation renforcée utilisées par les Américains sont faites pour briser l'esprit humain et donc le corps, les deux étant connectés, mais sans laisser de traces physiques. C'est une pratique extrêmement dévastatrice que la torture. Évidemment pour les victimes de ces violences, mais aussi pour la société qui fait sienne cette cruauté. Ce n'est pas tant la guerre contre la torture qui a échoué, c'est la guerre contre la démocratie qui a réussi. Ils l'ont fait en nous terrorisant pendant des décennies. Personne dans ce pays n'a grandi sans le spectre d'un grand méchant loup, sans la peur du danger. D'abord, c'était le communisme, puis le terrorisme. We are obviously engaged in many facets of what is generally called the Cold War, which the communist policies forced upon us. But at no time has the CIA engaged in any political activity or any intelligence activity that was not approved at the highest level. Un souci surgit dès le début de la guerre froide, à la fin des années 40. La peur que les Soviétiques aient brisé le code de la conscience humaine, qu'ils aient trouvé les moyens de briser l'esprit humain. Cela a déclenché toute cette quête qui a mené à la création de la doctrine de la CIA sur la torture psychologique. Le lavage de cerveau provoquait la terreur. Des procès-spectacles en Europe de l'Est, en Hongrie et en Pologne ont soulevé de fortes inquiétudes en Occident. Les accusés semblaient avouer des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Le plus spectaculaire a été le procès du cardinal Mizenti en Hongrie. Après la Seconde Guerre mondiale, Mizenti était célèbre pour avoir résisté à l'occupation nazie. Après la guerre, il était devenu cardinal et primat. L'URSS l'a arrêté, incarcéré. Ils l'ont accusé d'être un aristocrate. Le régime s'est acharné sur lui. Lors de son procès, il a avoué en public tout ce qui lui était reproché. Washington a pris peur. Si un prince de l'Église, un cardinal, un homme courageux qui avait résisté face aux nazis, avait fini par courber l'échine, alors les Soviétiques avaient une arme secrète. Ce qui a immédiatement intéressé la CIA a été le lavage de cerveau, le souci d'un lavage de cerveau communiste. Ce qu'ils semblent n'avoir jamais compris est que ces techniques communistes étaient en réalité inspirées d'anciennes techniques américaines. Dans les années 10 et 20, la privation de sommeil, l'épuisement physique et toutes ces techniques étaient couramment employées par la police. Ils avaient un autre souci. Il y avait un vent de panique dans les années 50. Des prisonniers de guerre américains en Corée avouaient des choses inventées de toutes pièces, mais ils ne semblaient pas avoir été torturés.
Pendant la guerre de Corée, des aviateurs américains ont été capturés. Une trentaine de pilotes ont témoigné. 4 d'entre eux ont même affirmé sur Radio Pékin que les États-Unis avaient utilisé des armes bactériologiques contre les Coréens. How can I go back and face my family? In a civilized world, how can I tell them these things? That I am a criminal in the eyes of humanity. They are my flesh and blood. It's the most difficult thing to really give a man's feelings. I can only tell you somewhat of how I feel. Après l'armistice, ces pilotes ont été rapatriés et traduits devant des cours martiales. Et on a alors compris qu'on leur avait, comme on disait alors, lavé le cerveau. Could you describe the methods used by the communist interrogators? Oh, yes, I would put these methods into 2 categories. Physical torture of a sort and mental torture. It consisted mainly of standing at attention, having my face slapped once in a while when I failed to respond as they wanted me to. It consisted of being confined in a very close area. The mental treatment which they gave was a sort designed to try to wear down my resistance to their interrogation, to break my willpower, to force me in some manner to confess. Le projet de contrôle mental de la CIA commence en 1950. Il a représenté $1 milliard par an. Une coopération est née entre Britanniques, Canadiens et Américains au plus haut niveau afin de mobiliser les experts du comportement de ces 3 pays et de décoder le cerveau humain. Hinkle et Wolf étaient docteurs en médecine à l'université de Cornell à New York. Ils ont eu accès à des dossiers très confidentiels portant sur des rescapés de l'Union soviétique qui avaient été torturés par le régime. Wolf était un neurologue renommé. Il connaissait personnellement Allen Dulles, le directeur de la CIA. Avec son fonds pour l'écologie humaine, Wolf offrait à la CIA ni plus ni moins qu'une façade derrière laquelle étudier le lavage de cerveau. Ils ont alors découvert une des 2 techniques fondamentales de la CIA en matière de torture psychologique. Ils ont découvert la douleur auto-infligée. Ils expliquent dans un article commun que la technique la plus dévastatrice employée par le KGB ou le NKVD ne consistait pas à porter des coups, mais simplement à imposer la station debout, immobile, des heures, voire des jours durant. Si on force un être humain à garder une position donnée, surtout si elle sollicite les ligaments, les muscles, le squelette, les articulations, assez rapidement, la douleur qui en découle devient insoutenable. Mais personne ne touche à un seul de vos cheveux. Vous vous torturez vous-même. C'était la première technique. La seconde technique est venue de la recherche biomédicale menée par le Dr Hebb, à la tête du département de psychologie de l'université McGill au Canada. Students volunteered to participate in this study of human behavior under extreme and prolonged monotony. Their hands and arms were softly covered to muffle the sense of touch. All harsh lights subdued by a mask, comfortable beds, quiet,
And yet, it was impossible for most of these students to take it for more than 24 or 48 hours. Sensory deprivation really is a way of producing extreme monotony. It's a horrible experience, getting worse and worse. Some of our subjects talked about cruelty. What they said was that the degree of boredom became intolerable and was, one subject said, as bad as anything that Hitler had ever done to any of his victims. Quasiment toutes les études le montrent, notre humanité passe par le contact. C'est ce qui permet à l'individu d'éprouver un sentiment de normalité. Quand on est coupé de tout contact humain et placé dans un état de privation sensorielle, on a de fortes chances de développer une déficience mentale grave. Hebb est devenu consultant pour la CIA, où il a poursuivi son travail. Il est le père de la torture psychologique moderne. Ensuite, Wolf a financé un autre type de McGill, le docteur Ewan Cameron. Ce que Ewan Cameron a fait à l'Institut Allen Memorial était monstrueux, à peu de choses près. Je suis venue pour une psychothérapie. Je ne faisais que pleurer, sans arrêt. J'étais désespérée et complètement perdue. Et on m'a transférée au service psychiatrique. Vous avez rencontré cet homme? C'est Ewan Cameron. Je l'ai rencontré, oui. Il nous terrorisait. Nous avions tous très peur de lui. On se faisait tout petit en sa présence. Quand un patient lui passait entre les mains, il le faisait toujours hurler. Le professeur Ewan Cameron était un psychiatre très célèbre, président à la fois de l'Association américaine et de l'Association mondiale de psychiatrie, l'expert incontesté. Et en même temps, il semblait capable de tout. Pour la CIA, un médecin sans scrupules, vivant dans une métropole voisine, avec de nombreux patients, dont des cobayes à disposition, était évidemment une ressource précieuse. Les patients venaient consulter pour des troubles psychologiques ordinaires. Ils signaient une décharge et subissaient alors toutes sortes d'expérimentations. Des privations sensorielles extrêmes, un isolement total pouvant durer jusqu'à 1 mois. Il affectionnait particulièrement un casque de sport équipé d'un lecteur de cassette qui diffusait en boucle jusqu'à 500 000 fois des phrases comme « Ma mère me hait ». Il leur grillait le cerveau à coups de psychotropes, de privations sensorielles et d'agressions psychologiques et émotionnelles. Pourquoi faire ? C'était n'importe quoi. Lors de ces expérimentations, il administrait aux patients de puissants électrochocs sur de longues périodes qu'il combinait à une thérapie du sommeil. Il partait du principe qu'en purgeant le cerveau, on le débarrasserait des comportements anormaux, des pensées négatives qui perturbaient les patients, pour y reprogrammer de nouvelles pensées. La thérapie électroconvulsive s'est d'abord répandue en Allemagne avant de se propager ailleurs pour renvoyer les combattants au front. L'armée n'allait pas se ruiner en psychothérapie pour de simples soldats. Elle cherchait un moyen bon marché et efficace de les renvoyer au front. Et ensuite, cette thérapie est arrivée aux États-Unis.
La note clinique du 23 mars 1962 confirme l'administration de 129 électrochocs. Celle du 12 septembre préconise déprogrammation et sommeil. Les notes du 19 octobre, des 1er, 3, 8 et 15 novembre confirment la déprogrammation à divers stades. Ma sœur trouvait que j'avais un comportement bizarre. Ma mère a donc décidé de me confier à l'Institut Allen Memorial pour savoir ce qui clochait. Je m'y suis présentée quelques mois plus tard et c'est alors qu'on a commencé à m'administrer des électrochocs. J'ai passé 6 mois à l'Institut. Et le traitement se répétait au fil des jours, au fil des semaines. C'est l'impression que vous avez d'avoir été déprogrammé? Oui. On peut dire ça. Transporté vers un autre monde? D'avoir été effacé? C'est possible. Mais ils n'ont pas pu finir. À ma sortie, j'étais encore active. Tu as quand même subi 3 séries de déprogrammation. Et tu ne te souviens pas d'événements antérieurs. Ton travail pour l'administration, par exemple. Je ne m'en souviens pas. Certaines parties de ta mémoire ont disparu. J'ai d'abord été hospitalisée. Je devais avoir 16 ans, 16 ans et demi. Les médecins m'ont prescrit une cure de sommeil. Ça a duré environ 3 semaines. J'étais plongée dans une sorte de coma. Je ne me souviens pas être allée à la salle de bain. Le médecin venait ponctuellement pour me nourrir, c'est tout. Peu de temps après, une autre patiente est arrivée, plus âgée. Elle dormait dans l'autre lit. En reprenant conscience, j'ai aperçu d'autres patients. Certains avaient les membres dans des tubes, d'autres portaient des écouteurs. J'ignore s'ils m'ont fait ça. Pendant 3 semaines, j'étais inconsciente. La déprogrammation se passait comme ça. Ma mère a beaucoup souffert. J'aimerais qu'on comprenne que peut-être, si elle n'avait pas vécu ça, rencontré le mauvais médecin au mauvais moment, subi ce qui s'est passé à l'Institut Allen, c'était dur, maman. Tu n'as jamais pu gagner ta vie. Tu as touché des allocations presque toute ta vie. En tout cas, le docteur Cameron m'a détruite en grande partie. Mais j'ai quand même réussi à me retrouver. J'ai réussi à retrouver celle que j'étais après toutes ces années. Les principes de torture psychologique développés par la CIA grâce aux travaux des années 50 ont été codifiés dans le manuel d'interrogatoire QBARC. Il établit 2 procédés de base dont découle tout le reste. Premièrement, la privation sensorielle et deuxièmement, la douleur auto-infligée. La CIA a formé des agences alliées à ces techniques en espérant qu'elles se propageraient. Si on transmettait ces techniques à d'autres armées, pourrait-on prendre un individu lambda, un soldat par exemple, et faire de cet individu un interrogateur efficace? Et il semble bien que l'expérience de Milgram ait fait partie de cette recherche. When I learn of incidents such as the destruction of millions of men, women, and children perpetrated by the Nazis in World War II,
How is it possible, I ask myself, that ordinary people who are courteous and decent in everyday life can act callously, inhumanely, without any limitations of conscience? Under what conditions would a person obey authority who commanded actions that went against conscience? These are exactly the questions that I wanted to investigate at Yale University. Milgram a tout simplement simulé des séances de torture. Les autres études portaient sur les effets de l'interrogatoire sur le sujet. Milgram, lui, s'intéressait à ses effets sur l'interrogateur. If he were to indicate the wrong answer, you would say wrong. Then tell him the number of volts you're going to give him. Then give him the punishment. Then read the correct word pair once. Il a recruté des gens ordinaires, des Américains moyens à tous égards. Et il les a soumis, sous un faux prétexte, à ce qu'il présentait comme une étude pédagogique. Il les encourageait à envoyer des décharges toujours plus élevées sur un faux élève qui se trompait continuellement. Milgram a réussi à convaincre lors des premiers essais près de 70% des sujets à continuer et à envoyer des décharges violentes, voire fatales. I'm not going to get that man sick in there. I mean, he's hollering in there. You know what I mean? Whether the learner likes it or not, we must go on until he's learned all the word pairs. I refuse to take the responsibility of getting hurt in there. I'm not, he's in there hollering. It's absolutely essential that you continue, teacher. There's too many left here, and geez, he gets wrong here. There's too many of them left. Who's going to take the responsibility if anything happens to that gentleman? I'm responsible for anything that happens here. Continue, please. All right, next one, slow. Walk, dance, truck, music. Answer, please. Wrong. 195 volts. Dance. Il est parvenu à ce résultat très simplement, en dissimulant la victime derrière un mur et en affublant d'une blouse blanche celui qui donnait l'ordre de continuer. Des personnes très ordinaires peuvent être influencées par le contexte. C'est l'une des déductions de l'expérience de Milgram et de celle de Zimbardo. L'expérience carcérale de Stanford visait de manière unique, il me semble, à comprendre ce qui motive certaines personnes à bien agir et d'autres à mal agir. Pour y parvenir, il fallait trouver un endroit hostile, dans le monde entier la prison en est un, et remplir cet endroit hostile de gens bien. Pour impliquer les étudiants, j'avais convaincu la police de Palo Alto de procéder à la fausse arrestation des étudiants qui joueraient les prisonniers. Ils ont été conduits au sous-sol du département de psychologie où se déroulerait l'expérience. On voulait que les prisonniers se sentent inférieurs, minables. Point important, on remplaçait leur nom par un numéro. Et ils portaient une sorte de blouse qui les laissait cul nus. Dès la première heure, je me suis senti humilié, mais aussi brusqué. Enlève tout ça, mets ça. On m'a vaporisé du bicarbonate de soude censé être de l'antipoux, puis on m'a emmené en cellule. Zimbardo a mis sur pied une piètre contrefaçon des divers travaux de Milgram. Zimbardo, mais sans doute aussi le garde surnommé John Wayne, ont pensé que l'éthique est sans importance puisque l'environnement est artificiel. Ce n'est pas vrai. Tout instant vécu est la vraie vie.
Il fallait que nous soyons plus durs avec les prisonniers. Il est possible qu'on ait reçu la consigne d'être plus dur. En fait, on ne se considérait pas comme sujet de l'expérience. Juste un instrument pour extraire des résultats auprès des véritables sujets, les prisonniers. J'ai donc décidé de devenir le plus horrible des gardiens de prison. Well, now you boys got to come to some kind of decision here. You think this is funny, or you want to sleep tonight? I love you, Joe Knight. Get up close. Get up close. I love you, Joe Knight. I love you, Joe Knight. You smile, Joe Knight. You get down here and do 10 push-ups. 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'était ma responsabilité d'imaginer les tourments à imposer aux prisonniers. Je les faisais aligner, réciter leurs numéros, faire des pompes, des sauts. À aucun moment, je n'ai pensé que les prisonniers pouvaient souffrir, risquer des séquelles. On ne frappe personne, on ne fait que leur mettre de la pression psychologique. Come on. Get in that closet then. You're not going to have very much energy for 1 second. It harms me. How did it harm you? How does it harm you? Just to think about it, you mean that people can be like that? Yeah. It let me in on some knowledge that I've never experienced firsthand. I've read about it. I've read a lot about it. But I've never experienced it firsthand. I've never seen someone turn that way. And I know you're a nice guy. You know? Well, you in position, what would you have done? I don't know. Les forces situationnelles peuvent engloutir et aliéner même les meilleurs d'entre nous. Des gens ordinaires, placés dans un environnement hostile, peuvent se transformer et faire corps avec cet environnement. C'est vrai pour la plupart d'entre nous. La recherche de l'US Navy, qui constituait une façade opportune pour la CIA, avait commandité l'étude. Mais pour quel résultat? A-t-on tiré des conclusions de ces expériences cruelles? Je peux me tromper, mais je ne le crois pas. Les applications militaires n'ont pas échappé à l'armée. On le découvrira beaucoup plus tard, et tout particulièrement dans la guerre d'Irak, sur la base de Guantanamo, etc. En 2001, l'expérience appartient depuis longtemps déjà à la culture populaire. Il faut s'attendre à la voir dupliquée sous toutes sortes de prétextes. By anyone for any purpose. The kind of people held at Guantanamo are not there because they stole a car. They're not common criminals. They're enemy combatants and terrorists who are being detained for acts of war against our country. And that is why different rules have to apply.